vous parler aujourd'hui d'un travail qu'on a fait au Mali sur les dermatophytes. Donc c'est un peu, ça remonte à quelques années, donc c'était un peu la mycologie. Enfin, maintenant on fait une mycologie qui est un peu différente, mais enfin je crois que c'était intéressant de voir une approche sur le terrain, puis ça vous permettra un peu de voir les photos du Mali, c'est toujours sympathique. Bon, donc un petit rappel sur les dermatophytes, hein, vous savez que ce sont des champignons filamenteux. Hyphomycètes, ça veut dire qu'ils ont des filaments blancs. La classe des ascomycètes, des onigénales. Les onigénales, en fait, ça regroupe plein de champignons qui ont pour caractéristique d'être kératinophiles, c'est-à-dire qu'ils aiment se nourrir aux dépens de la kératine. Et donc le genre téléomorphe, c'est-à-dire la forme sexuée, et le genre Arthroderma. On les connaît en clinique en fait sous leur forme anamorphe, c'est-à-dire la forme asexuée. Hein, donc il y a 3 genres anamorphes qui sont épidermophyton, microsporon et trichophyton. Leur caractéristique, donc je vous l'ai dit, c'est la kératinophilie, donc ils se développent au niveau des organes, des endroits du corps où il y a de la kératine. Et en pratique chez l'homme, c'est la couche épidermique, la couche coronée de la peau, les cheveux, les poils, les plis, mais c'est la peau en fait, excusez-moi, et les ongles. Donc, je vous ai dit que c'est des agents d'infection des phanères. Les phanères, c'est les organes qui contiennent la kératine chez l'homme. Selon la localisation, on parle d'épidermophycite de la peau glabre, des intertrigaux lorsque c'est entre les espaces interdigitaux palmaires ou plantaires, le teigne lorsqu'il s'agit d'une atteinte du cuir chevelu. On parle aussi de psychosis parce que c'est la barbe, la barbe ou la moustache. Et il y a aussi les onychomycoses qui sont donc les atteintes des ongles par ces champignons. Il n'y a pas d'atteinte muqueuse à dermatophytes. Concernant les teignes en particulier, parce que les dermatophytes en fait sont des infections qui sont ubiquitaires, qu'on trouve partout dans le monde, qui touchent énormément de personnes. Et concernant les teignes, on pense que la prévalence mondiale est d'environ 200 millions de cas, donc c'est quelque chose d'énorme. Et c'est vrai qu'il y y en a plus chez les enfants. Bon, ça c'est dû probablement à la composition de la peau, hein, puisque en fait il y a des gens qui guérissent spontanément à l'adolescence, parce que la teneur en acide gras de la peau se modifie lors de la puberté. Et aussi chez les sujets de race noire, en raison probablement de la qualité de leurs cheveux, qui serait plus favorable au développement des dermatophytes. Donc il y a plusieurs réservoirs de dermatophytes. Hein. D'une part, donc, les espèces qui sont strictement anthropophiles, donc avec une contamination interhumaine stricte, soit directe, soit par un vecteur passif comme le sol, par exemple, ou les vêtements, les peignes et les instruments de coiffure, par exemple. Pour les peignes, bien sûr, une contamination interhumaine, j'ai dit. Donc sinon, les espèces zoophiles, qui sont en fait, dont le réservoir est animal, et qui se transmettent à l'homme, mais il n'existe pas de transmission interhumaine des teignes d'origine animale. D'accord ? Donc c'est toujours forcément une contamination de l'animal à l'homme, et il n'y a pas après, donc ça c'est important pour l'enquête épidémiologique, éventuellement la conduite à tenir lorsqu'on diagnostique ces infections chez un patient. Et sinon il y a des espèces telluriques qui se développent à partir de la kératine qu'on trouve dans le sol. Alors ça peut vous surprendre, mais enfin dans le sol il y a beaucoup de kératine, donc tous les cheveux, les squames et les plumes, par exemple, contiennent énormément de kératine. Et donc, bien sûr, dans une ferme, vous avez un terreau, on va dire, propice au développement de champignons kératinophiles. Donc, il y a des champignons kératinophiles dans la terre, et l'homme peut se contaminer au contact de la terre. Et notamment, on voit ça chez les enfants qui jouent dans le jardin, ils se mettent de la terre sur les cheveux, et après, ils développent une tête, avec des espèces telluriques. Et là, pareil que pour les zoophiles, il n'y a pas de transmission interhumaine ensuite. Donc la pathogénie de l'atteinte cutanée, vous voyez que ça donne ces lésions circinées, donc en cercle. Et la physiopathe, en fait, c'est qu'à partir d'un point de départ au niveau de la peau, donc il y a une évolution centrifuge avec une mort de la partie centrale et la partie active de la lésion qui grandit, un peu comme les cercles de sorcières qu'on voit dans les prairies. Et donc c'est ce qui explique pourquoi il faut faire le prélèvement en bordure de lésion et non pas au centre de la lésion lorsqu'on veut avoir une culture, puisque au centre de la lésion on risque d'avoir des champignons morts et donc on aura une culture négative parce que tout simplement le champignon est mort. Pour le cuir chevelu, en fait, l'atteinte se fait au niveau du bulbe pilaire
il y a différents types d'atteintes endo ou ectotrix selon que le champignon est strictement à l'intérieur du cheveu ou est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du cheveu. Voilà. Donc pour les teignes, en ce qui concerne les teignes qui sont dans une partie particulière des dermatophytes, je ne vais pas parler des autres atteintes qui sont très fréquentes en Europe, hein, les atteintes les onychomycoses et les atteintes des pieds. Et je vais parler plus me concentrer sur la partie des choses qu'on voit plus en Afrique. Donc, ce qui est connu donc, pour favoriser la survenue des teignes, c'est l'exposition à d'autres enfants atteints, donc une contagiosité interhumaine. C'est vrai que les adultes peuvent avoir des teignes, mais c'est très rare, donc la plupart du temps c'est des enfants. Et il peut y avoir des épidémies donc, chez les enfants, en milieu scolaire en particulier, ou là où ils sont regroupés. L'exposition aux animaux de compagnie, donc là c'est pour les agents d'origine animale. Bien sûr, le manque d'hygiène et la promiscuité sont des facteurs qui sont associés à ce type de transmission. Donc là, vous avez les aspects cliniques des teignes. Donc il y a deux types de teignes, les teignes trichophytiques, les teignes microsporiques. Les teignes trichophytiques, comme vous voyez, ce sont des petites lésions. On voit ces petites gouttes hein, sur les crânes rasés, là, qui sont disséminées de manière diffuse, profuse, je dirais, sur le crâne, mais qui touchent des petites zones. Et vous voyez que le diagnostic n'est pas toujours facile chez les petites filles qui ont des nattes, comme ça. Là encore, ça se voit assez bien, mais des fois, quand on a beaucoup de petites lésions avec des nattes, c'est pas toujours facile à diagnostiquer. Là, vous avez l'exemple de la teigne microsporique qui, elle, au contraire, donne des lésions plutôt, d'un diamètre beaucoup plus large et en nombre beaucoup plus restreint. Il y a beaucoup moins de lésions pour chaque enfant. Donc, vous voyez, là, par exemple, cet enfant qui a... Là, on dirait que c'est comme ce qu'on appelait la dermatophysique circinée, toujours cet aspect circiné. Hein, et on peut, normalement, lui, il a le crâne complètement rasé, mais sinon, le cheveu il y a une alopécie avec le cheveu qui est cassé à ras du bulbe, et il y a toujours des composantes squameuses, des croûtes, en fait, hein, qui sont soit jaunes, soit blanchâtres, cassées, différents aspects. Donc ces teignes microsporiques ont la particularité, donc sont dues à l'espèce au genre Microsporum, qui donne un parasitisme ectotrix, et donc il y a la partie, donc ça veut dire qu'on les trouve à l'extérieur du cheveu, et donc cliniquement, lorsqu'on fait un examen à la lampe de Wood, qui est une lampe à UV, on voit une fluorescence vert fluorescente qui est très, très caractéristique, très typique de ce type de teignes, alors que les trichophytiques n'ont pas cette fluorescence. Bon. Donc je vais vous parler maintenant du Mali. On est allé dans une école, dans la banlieue de Bamako, qui est la capitale du Mali, vous en avez entendu parler, j'imagine. Et dans la banlieue, donc, il y a une qui s'appelle Sirakoro Megetana. C'est une banlieue qui est assez pauvre, on va dire. On dit semi-rurale presque. Hein. Et donc on est allé voir les enfants dans une école de cette zone. Donc là, juste la carte du Mali pour vous situer. Donc vous voyez Bamako, et c'est donc dans la banlieue de Bamako. Bon, donc on a fait un protocole d'études qui a été évalué par le comité scientifique et il y a eu toutes les permissions administratives, etc. nécessaires. Donc voilà, et puis on s'était engagé aussi à traiter tout ce qu'on détectait chez les enfants au cours de l'étude. Alors, donc, les critères d'inclusion, hein, c'était des élèves de cette école, d'un âge entre 6 et 15 ans, parce que parfois il y a des élèves très âgés, hein, c'est un peu surprenant, mais ça c'est l'Afrique. Et donc il fallait un consentement verbal des parents et des enfants qui participaient, enfin des enfants et de leurs parents qui participaient. Et puis le tirage était randomisé, on va dire assez simplement, c'était le directeur de l'école qui sélectionnait au hasard les enfants dans différentes classes. Donc on faisait, après l'inclusion, on avait prévu de faire un examen clinique avec un interrogatoire, on recueillait des données pour voir s'il y avait des facteurs d'exposition particuliers, un examen physique, un examen à la lampe de Wood pour voir s'il y avait des fluorescences, notamment des lésions de teigne, et on faisait des prélèvements à visée mycologique. L'analyse mycologique comportait donc un examen direct, où on regardait, c'est un parasitisme en particulier des cheveux, mais aussi des lésions cutanées éventuelles. Le type de parasitisme, et on mettait en culture sur un milieu qui contient un milieu mycologique avec antibiotiques et actidione, la cyclohexylique et l'actidione, qui, vous savez, indique beaucoup de contaminants. Et c'est vrai que dans ces zones-là, la charge fongique dans l'atmosphère est très chargée,
Et même, je pense, sur la peau des enfants, tout simplement, le nombre de spores de champignons est très important. Donc il faut des milieux qui soient sélectifs pour avoir la chance d'isoler des dermatophytes qui sont des champignons qui poussent relativement lentement par rapport à d'autres espèces plus fréquentes. Voilà, donc là c'était pour vous montrer donc, la faculté de médecine de Bamako. Là, on s'était réunis avec nos collaborateurs de l'équipe de Ogobara Lumbo pour discuter comment est-ce qu'on allait procéder à cette enquête. Donc là c'était moi qui coulais les milieux sous la haute afflux laminaire, toujours pareil là, au labo de Parasito de Bamako. Donc là c'est un peu différents clichés là, qui vous montrent un peu les enfants, qui vous montrent les enfants de cette école. Donc évidemment on arrive avec des 4x4, il y a des routes, mais les routes sont quand même en mauvais état. Et c'est vrai qu'on est toujours très bien accueillis par les gens là, sur place. Et ils nous ont libéré tout un espace pour qu'on puisse travailler tranquillement. Et vous voyez que évidemment on était une attraction pour les enfants, puisqu'ils étaient tous massés pour venir nous voir. Donc l'organisation, vous voyez qu'on avait, comme je vous l'ai dit, un espace assez important. Donc il y avait un premier lieu où il y avait l'identification des enfants, le recueil des données démographiques, les facteurs de risque sur des formulaires standardisés. Après il y avait l'examen clinique. Et le stade, il y avait le recueil de données. Il y avait une pièce qu'on avait obscurcie avec des draps pour pouvoir faire l'examen à l'angle, puisqu'il faut être dans l'obscurité pour regarder les UV, pour regarder les teignes. Alors les photos des examens à UV, c'est très difficile à prendre. Donc on s'inspire toujours les pas, malheureusement, même si on en voyait en réalité. Et donc les enfants étaient examinés. Quand il y avait des lésions, les prélevés. Là, vous avez par exemple de prélèvement à la curette d'une fillette qui a des tresses, comme vous voyez, donc même le diagnostic n'est pas si évident que ça. Et donc on prélevait, vous voyez les squames qui tombent dans la boîte de pétri, et ces squames on les utilisait pour les faire l'examen direct et pour mettre en culture. Là vous voyez justement la préparation des milieux pour la culture et pour l'examen direct, les lames colorées au bleu de chlorol lactophénol. L'examen direct qu'on faisait avec un microscope sur place, avec un groupe électrogène qui permettait d'alimenter le microscope. Donc l'identification, c'était la mycologie classique, je dirais, donc l'identification phénotypique des cultures, donc la couleur recto-verso des colonies, la vitesse de pousse, s'il y avait un pigment, oui ou non, l'examen microscopique ensuite du champignon. Donc là on regardait si les différents aspects des filaments, des fructifications qui nous évoquaient, qui sont caractéristiques de différentes espèces. Donc nos résultats, donc on avait inclus 190 enfants dans cette école, vous voyez, d'un âge moyen de 9 ans, avec une petite prédominance de filles, et la prévalence dans cet échantillon était de lésions cliniques de dermatophysie, c'était quasiment 55%. Une prévalence extrêmement élevée. Les lésions cliniques, donc il y avait les teignes qui dominaient largement, puisqu'on était à 83% des lésions cliniques qui étaient des teignes. Vous voyez que les atteintes de la peau étaient beaucoup moins fréquentes, donc 14%, c'est pas négligeable, mais c'était beaucoup moins. Les lésions des pieds, alors que vous savez que c'est l'atteinte prédominante chez nous, enfin dans les pays développés, là c'était rarissime, ça concernait 3 enfants uniquement. Et Coris, oui, en fait, ça c'est au niveau du pied inguinal chez un enfant. Et les espèces, donc en fait, on a diagnostiqué 3 espèces qui sont Trichophyton sudanense et Microsporum auduini, donc des agents de teigne qui sont anthropophiles, donc à contamination interhumaine stricte, et Trichophyton mantagophytes qui a une composante zoophile, donc transmise par les animaux, mais aussi une composante anthropophile. Mais vous voyez, cette dernière espèce était vraiment minoritaire. Alors, donc ça c'était juste la description Après, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on est allé voir les coiffeurs de ce village, et on est allé prélever différents instruments, on est allé faire des prélèvements dans les salons de coiffure. Alors les salons de coiffure, c'est dommage que j'aurais dû mettre une photo, parce que c'est pas comme chez nous, dans les salons de coiffure en Afrique, c'est très différent.
plus pittoresque. Et puis bon, peut-être moins propre que chez nous, enfin j'espère en tout cas, parce que franchement, alors là c'était en anglais, hein, mais vous voyez qu'il y avait des tas de choses. Alors les aiguilles, par exemple, c'est pour faire les tresses des jeunes femmes, enfin des femmes et des fillettes. Donc les ciseaux, enfin il y avait, par exemple, dans le deuxième salon, vous voyez qu'il y avait on a prélevé différents, 10 éléments différents, dont le shea butter, c'est le beurre de karité, c'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup pour la faire sur la peau et sur les cheveux aussi d'ailleurs. Et vous voyez que tous les prélèvements étaient positifs. Et on retrouvait les 2 teignes anthropophiles, donc c'était donc vous voyez qu'au total il y avait 69% de tous les prélèvements qu'on a fait qui avaient au moins un dermatophyte et du coup un dermatophyte anthropophile. Donc on peut imaginer que les salons de coiffure sont un endroit clé pour la transmission de ces... Il y a sûrement des contacts directs, mais les coiffeurs jouent leur rôle dans l'épidémiologie des teignes dans ce village, c'est certain. Alors c'est intéressant parce qu'on a fait la littérature, c'est la première étude qui a fait qui a regardé ce qui se passait en termes mycologiques chez les coiffeurs, parce qu'on a eu des facteurs de risque, etc., qui disaient que quand on se rase le crâne, on a plus de risque que quand on se coupe avec des ciseaux. Bon, ça on peut imaginer pourquoi. Mais documenter la contamination des instruments de coiffure, c'est la première fois qu'on a fait ça. Voilà, ensuite, on s'est dit, bon, on va essayer d'avancer un peu dans le traitement des teignes. Alors, on a travaillé pour ça avec un collègue là, qui s'appelle Jean-Michel Brunel, qui s'intéresse beaucoup à une molécule qui s'appelle la scolamine, qui a des propriétés antibactériennes assez larges, très larges, gram positif, gram négatif, et il marche aussi sur les champignons. Donc on savait que ce médicament avait été utilisé, parce qu'il y avait aussi dans des essais thérapeutiques et des essais cliniques contre le cancer, donc il était bien toléré par voie intraveineuse. Et donc nous, on a voulu voir s'il avait une certaine efficacité sur les dermatophytes in vitro. Et donc là, ça fait l'objet d'une publication. Et donc vous voyez qu'on a pris un panel de souches de différentes espèces de dermatophytes cliniques, des isosales cliniques qu'on avait. Et on a montré qu'effectivement, il y avait 2 composés aminostérols, puisque c'est cette classe chimique, si vous voulez, donc la scolamine elle-même, et un autre dérivé. Et on avait des CMI de l'ordre de 8 à 16 pour la scolamine et de 4 à 8, enfin de 2 à 8 pour l'autre dérivé aminostérol. Donc des CMI qui étaient plus importantes, plus élevées que les terminafines, vous voyez qu'elles sont tous inférieures à 0,25, ça ne marche pas sur la souche et la grisépuline, on avait des CMI de 4 à 1, donc vous voyez que les anti-dermatophytes classiques qu'on utilise actuellement, surtout en voie systémique, ont des CMI plus avantageuses que la scolamine, mais on s'était dit que l'utilisation par voie générale n'était pas envisageable. Par contre, en voie topique, on peut arriver à des concentrations qui dépassent 1000 fois la CMI, et donc on s'est dit que ça valait la peine d'essayer, parce que si on pouvait trouver un traitement qui n'est pas cher et qui est efficace uniquement par voie topique pour traiter les teignes dans des régions comme ça aurait été intéressant. Donc on a monté un essai pilote, mais quand même avec une méthodologie qui était rigoureuse, puisque c'est un essai randomisé en double aveugle contre placebo, pour évaluer l'effet de ce topique contenant de la scolamine versus le placebo, c'est-à-dire en pratique uniquement de la vaseline. Et donc on voulait regarder son efficacité et sa tolérance, puisqu'en fait on n'avait pas de données sur la tolérance de l'utilisation de la scolamine en topique. Donc là aussi, ça a été approuvé par le comité d'éthique de l'université de Bamako, ça a été enregistré dans le registre des essais cliniques panafricains. Donc il y avait une période de présélection, c'est-à-dire qu'on prenait des enfants qui étaient bien caractérisés, avec un diagnostic qui était certain, clinique et mycologique de teigne, donc on avait une présélection de 15 jours. Et ensuite, donc, lorsque l'enfant acceptait de participer à l'étude, avec le consentement de ses parents bien sûr, on
commencé par lui raser le crâne, et c'est pour ça qu'on a pris que des garçons, parce qu'en fait, bon, là, le rasage du crâne chez les petits, dans cette zone-là, c'est quelque chose de tout à fait courant, c'est pas traumatisant, on ne pouvait pas le faire chez nous, hein. Mais là-bas, c'est une pratique habituelle, surtout lorsqu'ils ont des lésions de teigne. Par contre, bien sûr, on ne pouvait pas proposer ça à des fillettes, quoi. C'était pas possible. On a sélectionné des garçons, et on les a randomisés, donc on a fait 1 sur 3, et donc ça veut dire qu'un qui recevait le traitement sur la mine, et 3 qui recevaient le placebo. Et donc le traitement était administré tous les jours par les investigateurs eux-mêmes, donc ils induisaient les lésions, et pendant 3 semaines. Donc pareil, les critères d'inclusion c'était un peu pareil, comme tout à l'heure, un âge entre 6 et 15 ans, il fallait être garçon, il fallait être dans cette école, il fallait avoir un diagnostic, et il y avait un bilan pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème important au niveau rénal et hépatique, et évidemment il fallait un consentement. Donc le protocole c'était ça, c'est-à-dire qu'on administrait le médicament à J0. À J0 évidemment il y avait tout un bilan avec un examen clinique, mycologique, et des prélèvements sanguins, des prélèvements mycologiques. Le même bilan était, il y avait un suivi quotidien, on suivait, donc on administrait le traitement, on recherchait par interrogatoire s'il y avait des effets indésirables, et ça c'était quotidien. Et sinon à J7 on refaisait les prélèvements sanguins, J7, J21, et les prélèvements sanguins, l'examen clinique détaillé et les prélèvements mycologiques. On avait défini comme critère avant l'étude donc la guérison complète, c'est-à-dire, c'est rapide, bon, je passe un petit peu rapidement sur les résultats. Alors les résultats, globalement, donc, on n'a pas eu de guérison dans le groupe placebo, excusez-moi, on n'a pas eu de guérison du tout, il n'y a aucun enfant qui a guéri. Le seul résultat significatif qu'on a obtenu, c'est une réponse partielle qui a été basée sur un score de repousse des cheveux, c'est-à-dire comme on avait rasé les enfants, donc on regardait comment on repoussait les cheveux à l'intérieur de la lésion. Une bonne nouvelle pour les cheveux. Pardon? Une bonne nouvelle pour les cheveux. Peut-être. Mais enfin, c'était juste la comparaison entre la lésion de teigne et la région saine à côté. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'on a obtenu un score de guérison qui était meilleur, mais c'est une réponse partielle. Donc je vous rappelle quand même, avant d'en venir en conclusion générale, que les traitements des teignes reposent sur un traitement actuellement, un traitement systémique par voie orale, plus un traitement topique. Donc il n'y a aucune molécule qui marche par voie topique seule. Donc c'est vrai que c'était un peu peut-être ambitieux de se lancer dans ce genre d'essai clinique. Mais c'est vrai que si on l'avait trouvé, ça aurait été très bien. On a essayé, on l'a pas trouvé. Voilà, donc en conclusion, on peut dire que les dermatophytoses sont fréquentes au Mali. Mais c'est vrai que si on pouvait trouver un traitement qui est rapide, bien toléré, pas cher, ce serait très bien. On sait que la scolamine a été très bien tolérée parce qu'on a eu 0 effet indésirable. L'efficacité était uniquement partielle. Et c'est vrai que la perspective qu'on peut avoir, donc, c'est de diminuer un petit peu nos ambitions et de soit l'utiliser toujours dans le traitement des teignes, mais en association avec un systémique comme la miséfuline, ce qui est fait actuellement, ou l'utiliser en topique seul, mais sur des lésions cutanées où on peut espérer effectivement actuellement on donne des antimycosiques topiques uniquement pour traiter les lésions. Voilà, merci. Très bien, merci.